Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur notre fascicule numéro 20. On rattrape encore le retard, vous le savez. On continue surtout avec nos règles de base et potentiellement le moment de bataille. Le moment de bataille, on en reparlera juste après, pas de souci. Pour les règles de base, on passe donc sur les règles de base 18. Alors techniquement, on a vu quasiment toutes les règles en fait de Age of Sigmar, et donc on ne va pas apprendre grand chose aujourd'hui. Deux éléments quand même sont à prendre en compte dans ce fascicule et dans ce numéro. Le premier, ce sont les montures. Alors les montures, vous le savez, ce sont les éléments animaux, on va dire, qui accompagnent nos héros la plupart du temps. Ils sont notés dans les chartes d'unité comme des montures. On a bien ce terme qui revient. Et donc, en fait, ils n'ont pas, eux, d'aptitude, ils n'ont pas d'avantage améliorant les attaques de l'unité. Par contre, ils ont des caractéristiques dans notre charte d'unité. Autrement dit, un griffe destrier, il va avoir des attaques grâce à ses griffes et ses becs acérés. Voilà. Ça, il faut faire attention aussi à la détermination, à la dénomination, à la détermination des éléments de la monture. Ici, sur notre char foudroyeur, on a bien, ils sont armés de griffes au pluriel et de becs acérés au pluriel. Ce qui veut dire que les attaques, dans ce cas-là, ne vont pas se faire pour un griffe destrier puis pour le second, mais bien, c'est bien l'ensemble des deux griffes destriers qui attaquent avec la même arme, avec la même caractéristique, ensemble. Donc ça c'est important, il faut faire attention à ces petits détails d'orthographe, parce que, rappelez-vous, moi je me suis déjà fait avoir sur une des batailles, où j'ai fait attaquer le griffe destrier par deux fois, c'est-à-dire le griffe destrier de gauche puis celui de droite, ce qui a amené une force d'attaque complètement folle, et ce qui derrière m'a fait exploser les auruques. Mais bon, donc voilà, attention à ça. Ensuite, on va avoir d'autres éléments qui sont à prendre en compte, ce sont les tableaux de dégâts. Les tableaux de dégâts, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que sur certaines unités, les dégâts, les attaques, les blessures, etc. vont être gérés en fonction d'éléments entre guillemets extérieurs. Je prends un exemple, sur l'esprit de Durtu qu'on va recevoir plus tard, on a ce tableau ici, avec une arme de projectiles, le souffle verdoyant, et des armes de mêlée, l'épée gardienne et l'énorme griffe empaleuse. On s'aperçoit qu'on a dans notre charte d'unité, dans le tableau de cette charte d'unité, des étoiles. En fait, ces étoiles, elles sont gérées par le tableau de dégâts qui est juste en dessous. Le tableau de dégâts, en fait, il va déterminer quelle est la caractéristique d'attaque, quelle est la caractéristique de dégâts, quelle est la caractéristique de blessure dans le cas de cette figurine, en fonction, ici, en fonction des blessures subies. Je suppose que cet esprit de Durtu va avoir, on va dire, 12 points de vie, d'accord, 12 blessures potentielles à subir. Quand elle va démarrer le jeu, elle va être au maximum de sa puissance. Autrement dit, le souffle verdoyant va lui permettre 6 attaques. L'épée gardienne va lui permettre de donner 6 dégâts. Et l'énorme griffe empaleuse va, elle va blesser sur un 2+. Le truc, c'est que plus cet esprit de Durtu va être blessé, plus il va aller dans le jeu, plus il va se prendre des tartes dans la tête, et plus il va être faible. C'est logique, en fait, plus sa force va diminuer. Ça paraît assez logique, techniquement, plus sa force va diminuer, parce que comme c'est un arbre, on va expliquer ça par le fait qu'il prend des coups d'épée dans les branches, dans le tronc, et donc forcément il perd un petit peu de sa vigueur. Et donc en fonction de son nombre de blessures, il sera moins puissant. Je prends l'exemple du souffle verdoyant, donc de son arme de projectile. Son nombre d'attaques va passer donc de 6 jusqu'à 3. Autrement dit, s'il a subi entre 0 et 6 blessures, il va avoir 6 attaques. S'il passe les 11 blessures, il n'aura plus que 3 attaques avec le souffle verdoyant. Pareil, si on prend l'épée gardienne, au départ, il va infliger 6 dégâts.
S'il est à plus de 11 blessures subies, il n'effectuera plus que 1 dégât. Voilà, vraiment sa puissance va diminuer en fonction donc des caractéristiques de ce tableau de dégâts. Ça aussi, il faut le comprendre, c'est pas très compliqué, il faut juste bien noter où est-ce qu'on en est, et au final, c'est assez facile et assez lisible. Ensuite, on nous précise que l'on a terminé les règles de base. Et oui, si vous avez lu vos différents fascicules, et normalement vous les avez tous lus, bien évidemment, sauf peut-être la partie lore, mais les règles d'habitude on les lit, eh bien on a reçu quasiment l'intégralité des règles qui sont en tout cas utilisables à notre niveau pour jouer à Age of Sigmar. On est capable de quasiment tout gérer. Elles ont été plus ou moins adaptées depuis le début pour qu'on facilite le jeu, pour qu'on apprenne et qu'on appréhende le jeu de façon assez simple. Mais maintenant, petit à petit, on a appris donc les bonnes règles. On a de plus en plus maintenant les bonnes chartes d'unité, évidemment. C'est ce qu'on reçoit chaque semaine quasiment maintenant. Mais on va recevoir une nouvelle forme de ces règles avec la mise en page des règles de façon classique, livre de règles de base. Et donc, à l'intérieur de ces règles de base, on va introduire quand même des nouveaux concepts, donc c'est important de les vérifier et de les lire aussi. De nouveaux concepts comme les aptitudes de commandement, les fureurs monstrueuses, les pions d'objectifs, etc., etc. On aura toujours des tutoriels qui vont nous aider à les comprendre. C'est pour ça qu'on va avoir à la fois les règles de base, mais aussi d'autres éléments de tutoriels, d'informations. Et ça, on le verra dans les prochains numéros. Voilà. Et puis, on va finir avec ce petit texte pour les règles de base. La nature sauvage. La croisade Éophore a enfin commencé. Après avoir combattu les Cruel Boys dans une série d'escarmouches, les éternels de l'orage se battent maintenant pour protéger une immense caravane de colons traversant Gur. Leur objectif est d'établir une nouvelle cité dans les étendues sauvages, offrant un bastion vital contre les ténèbres et un nouveau point de départ pour les prochaines croisades. Leur périple sera long et ardu. De nombreuses âmes périront face aux dangers innombrables du royaume, dont les Cruel Boys et leurs wags. Ces Oruks sournois ne se sont pas laissés abattre par leurs premières échauffourées avec les éternels de l'orage, loin s'en faut. Ces combats ont attisé la soif de sang des Cruel Boys qui se rassemblent dans leurs repères marécageux, pressés de piéger de nouveaux ennemis et de détruire une nouvelle ville. Alors que la croisade Éophore s'enfonce dans la région, les éternels de l'orage sont envoyés en éclaireur pour dégager la route. Ils rencontrent des pierres Oruks et la bataille éclate. Premier véritable affrontement d'une guerre qui embrasera le royaume mortel. Ça annonce que du bon. Ça annonce que du bon, et oui, en fait, oui, c'est juste l'idée de nos batailles, de toute façon c'est ça, pour l'instant, c'est la rencontre de nos éternels avec ces Oruks. La bataille de la semaine, qui est la partie test, donc numéro 20, c'est l'aube de la guerre. Des Cruel Boys cherchant à piller la croisade Éophore ont été interceptés par de valeureux éclaireurs éternels, et un combat s'ensuit, évidemment. On a deux groupes qui s'opposent, Gardus, Chevaleres Arcanum, les 4 prétors et 5 Vindictors contre le Rusé, la bande de Rusé, le chaman vasomancien, les éventreurs et l'empaleuse. Encore une fois, un seul tapis de bataille. Pour l'instant, je vous l'ai déjà dit, pas de bataille cette semaine. Peut-être que dans le futur, je ferai des mises à jour de ces vidéos, donc de 19 à, je ne sais même plus combien, 27 ou quelque chose comme ça. Histoire donc de peut-être avoir les batailles. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de les faire, donc j'ai préféré me concentrer sur les règles pour qu'on avance comme ça sur les règles et qu'on comprenne bien les règles. Pour les batailles, j'essaierai de reprendre en tout cas le rythme à partir du colis numéro 9, si je ne me trompe pas aussi, qui devrait arriver, et qui devrait d'ailleurs bientôt arriver avec en plus la figurine bonus numéro 2, la figurine premium numéro 2 qui est une figurine Oruk. Mais voilà, vous avez exactement le programme des prochaines semaines. Bon voilà, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces explications sur les montures et les tableaux de dégâts auront été assez claires et que vous aurez compris comment est-ce que cela fonctionne. Et puis surtout, j'espère que, comme moi, vous êtes impatient de recevoir la suite de la collection, de pouvoir continuer à peindre, à collectionner, à assembler
Et puis à jouer, hein, bien sûr, parce que c'est quand même ça le but du jeu, donc vivement qu'on se remette à jouer. Aujourd'hui, on est sur le rapport de bataille numéro 20, c'est l'aube de la guerre. Les Cruel Boys, cherchant à piller la croisade et au fort, ont été interceptés par de valeureux éclaireurs éternels. Un combat s'ensuit. Donc évidemment, on va se voir opposer deux types d'unités. Dans un premier temps, chez les Oruks, Manok et sa bande rusée, le chaman vasomancien, l'empaleuse et 10 éventreurs. De l'autre côté, les Praetors, 5 Vindictors, les Praetors, la Chevalerie Arcanum et Garduson d'acier. J'ai sélectionné quelques décors à positionner. Ça, chacun pourra le faire ou pas. Tout d'abord, on va commencer par lancer un dé pour savoir qui va se positionner en premier, se déployer en premier. Donc, les orques font 2, les Stormcast font 5. C'est donc les Stormcast qui vont commencer à se déployer. Donc, on le sait maintenant, le déploiement se fait chacun à son tour, unité par unité. Et après, le premier qui déterminera aussi celui qui va jouer en premier, surtout celui aussi qui va commencer à placer les décors. Alors, pour être très simple et ne sachant pas comment va se placer notre adversaire, on va mettre une unité passe-partout qui sont les Vindictors sur la place centrale. Du côté des Oruks, donc évidemment le déploiement se fait dans ce premier quart de terrain. Les Oruks vont positionner l'empaleuse tout de suite à la limite de la zone de déploiement. Gardus va être positionné ici. Le chaman va se positionner légèrement en retrait derrière l'empaleuse. Et ensuite, nous allons avoir les 4 Praetors qui vont se placer ici. Les éventreurs, eux, vont venir jouer le soutien au niveau de l'empaleuse. Rappelons que les Vindictors ont un boss et un porte-étendard, ainsi que les éventreurs. Les éventreurs, eux, 2, 4, 6, 8, 10, c'est bien ça. Les éventreurs, ils ont un boss. Pas de porte-étendard, mais un boss. Hop. Il reste donc la Chevalerie Arcanum qui va se mettre en lien avec les Praetors pour pouvoir utiliser une de ses aptitudes. Car rappelons-le, la Chevalerie Arcanum a une aptitude qui s'appelle les Praetors ont une aptitude qui s'appelle le Gardien aux âmes soulées, qui permet de protéger la Chevalerie Arcanum. Manok, lui, va venir dans le coin et il va se faire accompagner donc de ses 4 compères que l'on va positionner ici avec lui. Pareil pour Manok, il a un petit peu la même aptitude que les Praetors, donc c'est sa bande en fait qui a la même aptitude. Hein. C'est l'équipe d'attrapeurs, si je ne me trompe pas. Je me trompe. C'est vous retenez. C'est une aptitude de Manok. Vous retenez qui permet donc de disperser ses dégâts sur sa bande. Et pareil pour les Praetors. Les Stormcast vont commencer donc à positionner des décors. On va commencer par cette fontaine. Les Oruks vont eux positionner ici. Ensuite, les Stormcast vont choisir ceci et vont là. Ici. Donc elles vont prendre un autre mur ici. Tac.
dernier qui va être positionné là-bas. On est sur une répartition un peu linéaire, mais peu importe. Peu importe. Donc comme d'habitude, cette partie se fait en 5 rounds. Je rappelle que les rounds comprennent donc 2 tours, le tour du Stormcast et le tour des Cruel Boys. Chaque tour est divisé en phases, la phase de héros, la phase de mouvement, de tir, de charge, de combat, de déroute, et ainsi de suite. Donc on a notre dé qui va être ici, on en a un autre qui va maintenant aussi déterminer le tour des Stormcast, comme ça normalement je ne vais plus me tromper. Et on va pouvoir déterminer, on va pouvoir commencer. On va lancer un dé pour l'initiative, normalement c'est même pas, on va pas lancer le dé pour l'initiative, je crois que ce sont les Stormcast qui ont gagné. Et on va démarrer comme ça. Alors, ce sont les Stormcast qui ont l'initiative. Sur ce premier tour, c'est à eux donc d'engager. Ils vont pouvoir commencer à soit on a un héros, le héros Chevalier Arcanum, on a un sorcier et on a un sorcier ici avec la personne du chaman vasomancien. Donc, le sorcier va pouvoir déterminer donc dans un premier temps s'il envoie un sort, sachant que on a plusieurs possibilités. On a le trait magique, bien sûr, le bouclier mystique. Le bouclier mystique qui protège une des possibilités, le trait magique qui va aller taper sur une unité, et la chevalière Arcanum aussi le flamboiement des cieux, qui elle a une portée de 18, alors que le trait magique a une portée de 12. Portée de 18, ça ne nous emmène pas du tout au niveau de l'équipe adverse. Donc, pas de possibilité pour l'instant. J'ai mal positionné mes Stormcast. Pas de possibilité pour l'instant. Donc, ce qui va se passer, on va démarrer sur la phase de héros. Donc, la phase de héros, la chevalier Arcanum va lancer un bouclier mystique sur ses Praetors. Elle fait 9, pas de souci. Pour l'instant, le sort passe, sauf que, rappelons-le, il peut y avoir une tentative de dissipation du sort. Pour cela, il faut que le chaman vasomancien soit à moins de 30 pouces de la chevalière Arcanum, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est à 32 pouces, donc le sort passe automatiquement. Ça passe pas automatiquement, mais étant donné qu'elle a réussi son sort, le sort passe. Très mystique fait que, on le rappelle, les Stormcast, donc le Wind Bouclier mystique fait que les Stormcast, jusqu'à leur prochain tour, jusqu'à la prochaine phase leur prochaine phase de héros, auront besoin de 1 point de moins pour leur sauvegarde. Donc je vais matérialiser ça avec un petit token. C'est pour hop. Voilà. On passe ensuite donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement qui va potentiellement qui va se résumer. On va avoir un déplacement de 5 pouces. Hop, ici, on va les se mettre à couvert derrière. Donc les Praetors qui se déplacent, ainsi que la chevalière Arcanum. Les malédictors vont eux aller se positionner légèrement ici à couvert. Alors pour être à couvert ou à semi-couvert, etc. Rappelons-le. Pour être à couvert, rappelons-le, il y a différentes caractéristiques. Pour être à couvert, il faut être à plus de 3 pouces d'une unité ennemie, en l'occurrence c'est bien le cas. Être à 1 pouce d'un terrain, là, ça n'est pas le cas, on est au-delà, donc ils sont à découvert. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la lignée possible de protection de ce décor. A l'inverse, les Praetors, en tout cas ces deux Praetors-là, le sont. Ceux-ci, non. Donc, malgré tout,
On a ce premier mouvement. Gardus, lui, va venir se protéger directement derrière là. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Le mettre tout seul, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde, même si il est plutôt balèze. On verra. On verra. Pas de phase de tir. Pas de phase de tir parce que seul Gardus a une possibilité de tir à distance et il a une portée de 12. On voit bien que la portée de 12 ne l'amènera nulle part. Donc, pas de tir, pas de charge. On est évidemment à plus de 12 pouces, donc il n'y aura pas possibilité de faire de charge. On est évidemment sans phase de combat et donc sans phase de déroute, bien évidemment là aussi. On va passer donc au tour des Cruel Boys. Les Cruel Boys, ils vont très rapidement devoir se déplacer. Alors, pour les Cruel Boys, on va tenter quelque chose. Rappelons-le. Là on est à 22 pouces. On va pouvoir avancer ici, potentiellement avec nos... ça ferait le 5, 17. On ne peut même pas avancer jusqu'au bout. Donc, nos éventreurs vont légèrement se décaler. Pour ouvrir un petit peu le jeu. J'ai une question sur une unité. Comment est-ce qu'une unité est à couvert? Voilà, une unité est à couvert si l'ensemble des figurines de l'unité sont à 1 pouce. Or, ces Praetors ne sont pas tous à 1 pouce. Donc, l'embrocheuse peut les attaquer. Elle peut, par contre, pas attaquer. Normalement, elle ne peut pas attaquer Gardus, parce que déjà, elle est trop loin, surtout. Mais c'est qu'en plus, on n'a pas de visibilité, elle n'a aucune visibilité sur son socle ou quoi que ce soit. Là-bas, nous allons faire avancer Manoc et sa bande. Et donc voilà, phase de mouvement terminée. On n'a pas fait de phase de héros, parce qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Si on aurait pu faire un trait magique. On aurait pu faire une protection magique ici. Mais bon, un petit bouclier mystique n'aurait pas été de trop. C'est pas très grave. Par contre, on va avoir une phase de tir. Donc de notre embrocheuse. Et notre embrocheuse, donc notre empaleuse, pardon, elle a comme caractéristique une chose suivante. L'empaleuse, donc, avec un tir ajusté, elle va avoir une attaque, donc 1 dé, elle va toucher à 2+, blesser à 3+. Elle a aussi une arme crottée de venin. Donc arme crottée de venin, je rappelle que si elle fait 6 à la touche, blessure mortelle, automatique. Donc, et je rappelle aussi qu'elle a la caractéristique, donc l'aptitude embrochée, donc pour déterminer le nombre de dégâts que l'empaleuse va faire sur les jets à distance, on va utiliser donc la caractéristique de dégâts qui est égale à 2 plus 1 pour chaque jet de 5+, jusqu'au maximum de 12, sachant qu'elle va lancer en fait autant de dés que la caractéristique de blessure de sa cible. Là en l'occurrence, donc l'empaleuse va tirer sur nos Praetors. Nos Praetors, ils sont 4, ils ont donc techniquement 12 blessures possibles. Est-ce que je tire sur la cible? Oui, c'est ça, c'est sûr. Donc elle touche à 2, blesse à 3. Elle touche à 2, elle fait 3, elle blesse avec 3, elle fait 5, c'est parfait. Donc il y a bien une blessure. On va déterminer maintenant si blessure il y a, sachant qu'il y a une coefficient de perforation de -2. Les Praetors ont une sauvegarde à 3+, mais ils ont aussi la protection du bouclier mystique de la Chevalerie Arcanum, donc pas 3+, mais 2+,
et on rajoute les 2 perforations, donc il faut qu'ils fassent 4, 5 ou 6. Ils font 6, pas de souci. Il n'y a pas de blessure qui passe. Le tour est terminé, pas de phase de combat, pas de phase de charge, pas de phase de déroute, tout est parfait. On passe donc au round numéro 2. C'est au tour des Stormcast de jouer. Nouvelle phase de héros. La phase de héros, rappelons-le, donc très magique ou bouclier mystique. Très magique, toujours pas possible, on est à plus de 12 pouces d'une unité ennemie, donc on va faire un bouclier mystique. Bouclier mystique, donc la Chevaleresque Arcanum, toujours sur les Praetors. Elle fait 3, elle rate son jet, il faut faire 5 minimum pour réussir son tour. Donc elle rate ce tour, il n'y a plus de protection. On passe maintenant à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on va avoir 2 possibilités. On va avoir différentes possibilités. On va avancer nos Praetors. Les Praetors qui vont devoir contourner, hop, ici. 5, 5, 5. Les Praetors et les Monitors aussi. Le Gardus qui avance lui aussi. Juste de 5, légèrement plus bas. De 5. Maintenant, on est sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, je rappelle encore une fois qu'il n'y a que Gardus qui peut attaquer avec une distance de 12. Parce que là, il a cette distance. Pas encore. Il est à 14 pouces du premier opposant. Donc il ne peut pas tirer. On est donc sur la phase de charge. On va passer à la phase de charge. À la phase de charge, on va vérifier très gentiment ce que l'on peut faire, ce que l'on pourrait faire. Il y a en effet une possibilité de charge ici avec un 10. Et ici, il faudrait aller au-delà, donc toujours pas de charge. Je pense... Les Praetors vont tenter. Ils vont tenter la charge parce que c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Ils font 10, c'est parfait. Ils vont être pile dessus. La Chevaleresque Arcanum peut tenter aussi sa charge. Elle fait 5, elle ne la réussit pas, donc elle va rester en retrait. On est maintenant sur la phase de combat. Phase de combat, les Praetors vont pouvoir attaquer. Ils sont donc 4. Ils ont 3 attaques chacun, donc 12 dés, 2, 4, 6, 12. Je rappelle qu'il y a aussi un champion, donc il a une attaque supplémentaire. Il touche à 3, blesse à 3. Attention, c'est parti. Touche à 3. Ils ont 2, 4, 6, 8, 9 touches. Une blesse à 3. Ils ont 6 blessures. 6 blessures qui va devoir être protégées par 2, 4, 6, nos Cry Boys. Ils ont une perfo de -1. Sachant que nos éventreurs, évidemment, ont une sauvegarde de 5+, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils fassent des 6 pour protéger. Ils font un 6. Donc il y a une blessure qui n'est pas validée et 5 autres qui sont validées. Sachant qu'à chaque blessure fait 2 dégâts, nous avons donc 10 dégâts apportés à notre unité d'éventreurs. On a donc 5 éventreurs qui sont retirés du jeu. C'est une bonne attaque pour les Praetors. Phase de combat terminée, on passe sur la phase de déroute. La phase de déroute, vous le savez, on lance un dé, et on ajoute le nombre de figurines qui sont tuées. Si ce chiffre est inférieur à la bravoure, eh bien, tout va bien. Si elle est supérieure à la bravoure, donc inférieure à la bravoure, tout va bien. Supérieure à la bravoure, on enlève un nombre de figurines égal à la différence entre les deux. Donc, les éventreurs lancent un dé,
Ils ont une bravoure de 5, sachant qu'ils ont déjà perdu 5 unités. Et ils risquent d'en perdre encore d'autres. De 1 à 6. Ils font 1, donc 1 plus 5 unités perdues. On est bien à 6. La bravoure étant de 5, on va perdre une nouvelle figurine. Non, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé, pardon. J'ai perdu 5 figurines, mais j'ai oublié de faire la phase de combat la réponse des éventreurs. Pardon. J'ai oublié de faire la réponse des éventreurs. Donc les éventreurs, ils ont certes perdu 5 figurines, mais ils peuvent répondre quand même. 2, 4, 6, 8, 9, 11. Eh oui. Ça aurait été dommage de faire un fiasco comme ça. Donc ils ont toujours leur boss, donc ils ont eux aussi une attaque supplémentaire, ce qui peut dire d'idée. Ils touchent à 4, blessent à 4, mais ils ont les 1 côté de bonheur. Pour chaque... Ok, bon, ça va pas changer grand chose. Donc il y a un 6. Il y a un 6, donc il y a une blessure mortelle. Et il n'y a qu'une blessure mortelle. C'est ridicule. C'est donc ridicule, j'aurais peut-être mieux fait de me taire et de ne pas revenir dessus. Parce que là, je le sens que je vais faire un chiffre monstrueux. Et je fais 4. Ce qui veut dire que les éventreurs, voilà, prochaine fois, plutôt que de dire que j'ai fait une bêtise, ne refaites pas. Voilà. J'ai fait un 4 sur mon jeu de déroute. Donc 4 plus les 5, ça fait 9. Ce qui veut dire que j'en ai encore enlevé 4. Tout ça pour gagner une blessure pour mes prêteurs. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'avait aucun intérêt. Le tour 2. J'ai oublié de faire le jet d'initiative sur le round 2. C'est pas grave. Le round 2 des Stormcast est terminé. Je vais passer maintenant donc au tour des Cruel Boys. Les Cruel Boys vont attaquer avec évidemment le trait magique. Un trait magique qui va être lancé donc entre le chaman vasomancien et puis les Predators. Donc lancer 2 2 dés, il faut faire plus de 5. Il fait 12. Hop. On est évidemment à moins de 30 pouces, donc il peut répondre. Sachant qu'il faut faire donc un tour dissipé, il faut que le jet soit supérieur au jet du chaman. Étant donné qu'avec 2 dés on peut difficilement faire plus de 12, le sort passe automatiquement. Et donc on va avoir une blessure mortelle, donc dans le trait magique, qui va être égale à un D3. D3, il fait 6, donc il y a 3 blessures mortelles qui vont se positionner, donc on a 2 Predators qui vont disparaître. Ça va pas faire mal aux Cruel Boys, clairement. On est maintenant sur la phase de tir. Phase de tir, eh bien, nous avons notre empaleuse qui est toujours là. Notre empaleuse, elle va pouvoir tirer donc, de 24 pouces. Alors, sur qui va-t-elle tirer? Soit elle continue sur les Predators, qui sont des unités quand même assez fortes, soit elle va tirer tout droit sur les Vindictors. L'idée étant que elle doit essayer de faire un maximum de dégâts. Donc on va tenter, je vais peut-être tenter les Vindictors. Donc évidemment, je suis à portée, pas de souci, ma portée étant de 24 pouces. Je lance un dé, je touche à 2, blesse à 3, et j'ai les 1 côté de venin. Je fais 4, et je fais 1. L'attaque n'atteint pas sa cible. C'est malheureux. Phase de tir terminée. On passe sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, notre boss éventreur va venir se positionner pour aller à la charge. Ici, on va... on a 17. On peut tenter... On va peut-être tenter pour Manoc. Et ça va lancer, on va peut-être tenter une approche. On va déjà tenter quelque chose, c'est que j'avais pas fait attention. C'est qu'en effet, Manoc et Savant Rosé ont des attaques à distance. Dont Manoc a une attaque à 3D de 6. 3D de 6 parce que, rappelons-le, il a son corbeau, ce qui
On va faire 18, et ça tombe bien, il est à 16. Donc il va tenter. Hop, il fait 9, non, c'est mort, 8 même, c'est nul. Donc c'est raté. J'ai déjà commencé mes phases de mouvement de toute façon. Je me concentre un petit peu, je fasse ça comme il faut. On va avancer avec Manoc et sa bande. Ici. Ensuite, on est sur la phase de charge. Bon, les ventreurs est évidemment directement en charge. Manoc et sa bande vont tenter de charger. Donc, alors Manoc, il fait 6. Et 6 aussi pour la bande. Et nous sommes à 8. Ils ratent tous leur charge. On va se retrouver donc en phase de charge, à opposer donc le boss aux 2 prétors. Donc le boss, il a 2 attaques, touche à 4, blesse à 4. Enfin 3 attaques, dans l'excès boss. Et il ne fait aucune touche. Donc ça démarre bien. Les prétors peuvent répondre. Attendez, j'ai 3 attaques chacun. 3 attaques chacun, bien sûr. Il touche à 3, blesse à 3. Il y en a 3 qui passent. 3 touches. Et 2 blessures. 2 blessures avec une perfo de -1. Le boss doit faire 6. De 6. Il fait 3 et 4. Il disparaît. C'est la fin des éventreurs. C'est aussi la fin du tour 3. Du tour 2, et on passe donc au tour 3, fin du tour 2, parce que on n'a pas de, évidemment, il n'y a pas de déroute à faire, hein, sachant que l'unité a été complètement détruite. Les autres unités n'ont pas été touchées. On a aussi, ici par contre, on a la fin, on a la déroute à faire pour les prétors, mais il y a peu de chances que ça rate, sachant que les prétors ont 8 de bravoure, donc même s'ils font 6, plus les 2, on arrivera à 8, donc pas de déroute à faire, il n'y a pas besoin. C'est donc le 3e tour, phase de héros pour les Stormcast. Pour l'instant, phase de héros, on a potentiellement un 18 pouces pour un flamboiement déçu, qui pourrait amener donc une portée, hop, 18 pouces, ça peut toucher tout rond tout pile notre empaleuse. Donc le flamboiement déçu est un sort qui a une valeur de lancement de 7, une portée de 18. S'il est lancé avec succès, je décide donc une unité ennemie à portée visible du lanceur. L'unité subit alors D3 de blessure mortelle. Et si la chevaleresse est à 12 pouces d'une autre unité amie d'éternel de l'orage, ce qui est le cas, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils sont à 13, dommage, sa portée aurait été ajoutée de 2. Bon, on a les 18 pouces malgré tout, on a la visibilité et la distance, donc tout va bien. On va lancer le sort, on va tenter, x7, elle fait pile 7. Le chaman vasomancien, lui, va tenter de repousser ce sort. Il faut faire donc plus de 7. Il fait 3. Le sort passe donc. Et donc on a D3 blessures mortelles sur l'empaleuse. 1. Il y a donc une blessure sur l'empaleuse. La phase de héros est maintenant terminée. On va passer à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, les prétors vont évidemment se ruer sur l'empaleuse. La chevalieresse arcanum va se rapprocher. Les vindicteurs vont se décaler. Hop. Vont aller chercher. Tac. Ils vont aller chercher donc plus le côté de la bande brisée. Gardus lui va lui aussi légèrement s'avancer pour tenter de pouvoir les attaquer en charge juste le coup d'après. Et on est bon, les mouvements sont terminés. La phase de tir va débuter. Phase de tir, on rappelle qu'il n'y a que Gardus qui a un tir. Gardus, il a une portée de 12. Là, on est évidemment à moins de 12. Il peut donc choisir aussi
quelle unité il va tirer. Sur qui il va tirer? Soit la bande rosée, soit Manoc. En l'occurrence, eh bien, il peut tenter Manoc. Il peut tenter Manoc, il va avoir donc un nombre d'attaques à déterminer. Donc il a un D6 d'attaque. Il fait une attaque. Il touche à 3, blesse à 3. Il touche à 5, il fait 5, il touche à 3, il fait 4, donc il blesse. Il a une perfo de -1. On a bien une blessure. Perfo de -1, Manoc, lui il a une sauvegarde de 4, il faut qu'il en fasse 5. Il faut qu'il fasse 5, il fait 5, la blessure est sauvegardée. Pas de souci. On passe maintenant sur la phase de charge. Phase de charge de Gardus, qui fait 11. Alors, là, on est 6, 9. Non. Donc il va aller directement ici, sur le côté de la bande rusée. Les Vindictors vont eux aussi charger, ils font 3, eux ils ratent la charge malheureusement. Bon, les Prétors ont chargé. La Chevalière Sarkalam est à plus de 12 pouces, elle ne peut charger. Donc on a 2 combats à déterminer. Gardus dans un premier temps ou les Prétors. C'est Gardus qui va commencer à attaquer. Gardus il a donc 5 attaques contre la bande rusée. Il touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, donc il fait 4 touches. Et il fait 3 blessures. Sachant que chaque blessure porte 2 dégâts. La bande rusée a une sauvegarde de 5+. Gardus a une perfo de -1, donc il faut qu'il fasse D6 pour. Il faut qu'il fasse 3-6 pour se protéger. Ils ne font pas de 6, ils prennent donc 3 fois 2 blessures, soit 6 blessures, sachant qu'ils ont 2 blessures chacun. On va retirer 3 unités de la bande rusée. Ou d'ailleurs, on ne va pas 3, mais 2. Sachant que notre champion Torcatif Sculptuscule lui a 3 points de vie. Donc ils ont bien pris 6 points de vie. 2 unités, 2 sont disparus. Et c'est au tour donc maintenant soit de l'empaleuse, soit de la bande rusée à contre-attaquer. En l'occurrence, c'est la bande rusée qui va contre-attaquer tout de suite plutôt que l'empaleuse. Attention à ça. Plutôt que l'empaleuse. Alors, on a déjà Torka qui a donc là il me reste Torka et Geekit. Geekit il est armé de l'entrave et Torka Chopsom. Ok. Donc Torka 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, il fait 3 touches. Pas d'arme de côté de Venin, pas de 6 malheureusement sur la touche. Il blesse à 3, il fait 2 blessures. 2 blessures, avec une perfo de -1, et elles ne sont pas sauvegardées. Mais. Gardus a une aura de pureté, c'est-à-dire qu'il a une protection à 5. Une protection à 5+, c'est-à-dire que si vous ratez un jet de sauvegarde, et bien, en l'occurrence là il a raté les 2, vous pouvez relancer donc un dé, et puis sur un 5+, dans ce cas-là, 5+, donc 5 et 6, et bien les blessures sont annulées. Il fait 1 et 3, donc les blessures sont bien posées. Hop, 2 blessures pour Gardus. Ensuite, on a l'entrave cruelle qui a 2 attaques, touche à 4, blesse à 4, pas de perfo, 1 dégât. Touche à 4, il y a une blessure. Enfin, il y a une touche, pas de blessure. Tout va bien. Hop,
Parfait. Les Predators. Les Predators vont pouvoir attaquer maintenant. Ils ont 3 attaques chacun. Ils sont 2, ils ont donc 6 attaques. Touche à 3, blesse à 3. Et perfo de moins 1. Touche à 3. Ils font 5 touches. Contre l'empaleuse. Blesse à 3. Ils font 5 blessures. Plutôt pas mal. Perfo de moins 1. L'empaleuse ayant une sauvegarde 5+, ayant aussi 5 points de vie. Si elle ne fait pas que des 6, elle est retirée du jeu. Et elle est retirée du jeu car elle prend 5 blessures de plus, en plus de celle qu'elle avait déjà. On est bien 6 blessures. Pas mal pour les Predators, encore une fois. C'est la fin de notre phase de charge. Phase de déroute qui va se faire. Alors, pas pour les Predators qui n'ont pas perdu de personnage ce tour-ci. Pas pour Gardus, évidemment, qui n'est pas mort. Par contre, nous avons 2 décès dans la bande rusée. La bande rusée, ils sont 4. Ils ont une bravoure à 6. Donc, il faut qu'ils fassent moins de 4 pour ne pas avoir à subir une nouvelle fuite. Ils font 4. 4 plus 2, on est bien à 6. On est bien égal à la bravoure de la bande rusée. Et donc, pas de souci. On passe au tour des Cruel Boys. Donc, on démarre sur la phase de héros. Phase de héros avec le sort. Donc là, clairement, on va être sur un trait magique de notre chaman d'Azomancien. Très magique, donc rappelons-le, sur un 5+, des 3 mortels. 5+, il fait 7. La chevalière arcane va tenter de repousser ce sort. Elle fait 11. Le sort est dissipé. Phase de mouvement. Ça va être vite fait. Voilà. C'est Manoc qui s'est rapproché de Gardus. La bande rusée qui est toujours avec Gardus. Le chaman qui se met en opposition directe avec les Predators. Tant pis. Il n'a pas forcément beaucoup de choix. Il aurait pu essayer de s'esquiver, mais comme il était presque à moins de 3 pouces des deux, il n'y avait pas forcément beaucoup de choix. La phase de charge, on n'a pas, évidemment, on est déjà dessus. On va démarrer donc justement avec la phase de combat. Phase de combat, on a soit donc, le chaman et son bot contre les Predators, soit la bande rusée contre Gardus, la bande rusée ou Manoc. En l'occurrence, eh bien, on va tenter de commencer par le chaman de l'Azomancien et son acolyte, qui ont les armes protégées de venin, bien sûr. Donc, 2 attaques, touche à 3, blesse à 3. Il touche 2 fois, il blesse 1 fois. Réponse des Predators. 4. Donc, c'est pour sauvegarder, sachant qu'il y avait une perfo de moins 1. Tout est bon. Poignard de secours, donc du grotte. Touche à 4, touche 1 fois. Blesse à 4, il blesse 1 fois. Predators sur un 3+, se sauvegarde. Ils font 1. Hop, on a une blessure. Oh, bah, dis donc. On va aller loin, ça, avec ça. C'est au tour maintenant du Stormcast de répondre. Et bien, c'est Gardus qui va prendre la main. Parce que Gardus, il est opposé donc à 2 unités. Donc, autant qu'il tape en premier sur celle qu'il préfère. Gardus, il a 5 attaques. Encore à corps. Il touche à 3, blesse à 3. Perso de moins 1 contre Manoc. Donc, à faire. On va essayer de taper le plus solide. Touche à 3, blesse à 3. Donc, il fait 3 touches. 2 blessures. Sauvegarde de Manoc 4+, moins 1 pour la perforation de Gardus, donc il faut faire des 5 et des 6. Il fait 2, 4. Donc 4 blessures qui sont portées directement à Manoc. Manoc, Gardus, tout cela devient compliqué. C'est au tour justement, ça va être à Gardus ou à la bande rusée d'attaquer. C'est la bande rusée qui va prendre la main parce que après tout Manoc a le temps. Donc on a 4 attaques de Chopson, 3+3, 3+3+, moins 1. Il y a déjà 2 blessures mortelles à cause des armes protégées de venin et une attaque, une touche. C'est une blessure et il y a une blessure. Donc on a une blessure à sauvegarder.
Il rate sa sauvegarde parce qu'il y a une perfo de -1. Mais, rappelons qu'il a aura de pureté. Aura de pureté, s'il rate une sauvegarde ou s'il est touché par des blessures mortelles, parce que ça fonctionne aussi normalement sur les blessures mortelles, eh bien, sur un 5+, il ne sera pas touché. Il ne fait pas de 5+, il prend 3 blessures. Attention, il a 5 blessures. À la prochaine, il est mort. Et il y a encore, la deuxième attaque, donc des entraves, donc de Jikit. Jikit, il a 2 attaques, touche à 4, place à 4. Touche à 4, il ne touche pas, c'est réglé. Les Prétors, eux, vont pouvoir attaquer. Ils ont 3 attaques chacun, ils sont 2. Ils touchent à 3, blesse à 3. Donc là, ils font 6 touches. 4 blessures. Et ils ont une perfo de -1. Le chaman, lui, a une sauvegarde de 5+, il faut qu'il fasse des 6. Il fait un 6, donc il a 3 blessures. Non, pardon, il a 6 blessures, car il faisait 2 dégâts. Sachant qu'il a 6 points de vie, il est retiré du jeu. C'est une victoire assez facile qui se profile pour les Stormcast pour l'instant. On passe à Manok qui va faire ses 4 attaques. 3 touche à 3+, blesse à 3+, perfo de -1. Touche à 3+, 3 touches, blesse à 3+, il fait 2 blessures. Sauvegarde de garde de son dossier à 3+, avec le -1, 4+. Il fait 6 et 4, pas de souci, les deux sont sauvegardés. C'est donc la fin du tour des Cruel Boys. Il n'y a pas de déroute, parce qu'il n'y a pas d'unité à moitié explosée, donc on va passer directement au tour numéro 4. Le tour numéro 4 commence évidemment donc pour les Stormcast. J'ai pas fait depuis le début, j'aurais pu faire les jets de priorité, d'initiative. Pas grave. Les Stormcast vont attaquer phase de tir. Il n'y a que Gardus qui en a un, rappelons-le. Gardus, eh bien, il a un D6 pour déterminer combien il a d'attaques. Il va avoir 4 attaques cette fois-ci. Il touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Touche à 3, il fait 3 blessures, 3 touches. 2 blessures, j'ai pas dit contre qui, mais on va déterminer que c'était contre Manok. 2 blessures, pardon. Manok qui a toujours sa sauvegarde à 4+, avec le -1 de perfo 5+. Il fait un 5 et un 4, il prend une blessure. Sachant qu'il a 6 points de blessure, lui aussi, il ne lui reste qu'un point de vie. On est sur la phase de mouvement maintenant, la phase de tir est terminée. La phase de mouvement, eh bien, l'ensemble des unités, bien évidemment, vont aller tenter de se rapprocher au maximum de notre bande rusée et de Manok, histoire de terminer le travail rapidement. Voilà, phase de mouvement terminée. Phase de charge. Les vigiles Vendor chargent ici contre la bande rusée. Est-ce qu'on a une possibilité? Je ne crois pas. Non. Pas de possibilité pour les Prétors d'y aller. Donc voilà, la charge est terminée. On passe maintenant à la phase de combat. Phase de combat, c'est Gardus qui va commencer. Ou non, ce n'est pas Gardus. Ce sont les Vendor qui vont démarrer avec 11 attaques. 4, 6, 8, 9, 11. 11 attaques, touche à 3, blesse à 3. Rappelons qu'ils ont l'arsenal d'âmes orageuses, donc sur un 6. Ils font blessure mortelle contre les deux de la bande rusée. Donc ils touchent à 3, je rappelle. Ils font déjà 2 6. Celui-là était bon, celui-là était bon. Hop. Voilà, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Il y a 2 blessures mortelles. Il y a 6 touches.
et 4 blessures supplémentaires. 4 blessures supplémentaires. La bande brisée a 2 blessures pour Jikita et 3 pour Torka, qui est le boss de la bande brisée. Donc, de 5 blessures, sachant qu'il y en a déjà 2 automatiques là. Ils ont une sauvegarde à 5+, la perfo est de moins 1, la perfo est de moins 1, donc il leur faut des 6. Oui, c'est ça. Il leur faut des 6, ils ont 2 6. Donc, hop, 2 6, ils prennent donc 4 blessures au total. 4 blessures, ce qui veut dire que. Tac, tac, tac. 4 blessures, sachant qu'il en avait déjà pris 2. Donc, la bande brisée est retirée du jeu. C'est donc à Manoc de répondre. Il est tout seul, parce qu'il n'a pas le choix. Il a 4 attaques, il va tenter d'abattre Gardus. Touche à 3, blesse à 3, et un proté de venin, bien sûr. Il touche à 3. Il en fait qu'une touche. Il blesse à 3, il fait une blessure. Perfo de moins 1, Gardus est à 3+, avec moins 1. Bon, c'est cassé. Il fait 6, c'est sauvegardé, pas de souci là-dessus. C'est donc à Gardus d'attaquer. Gardus, il a 5 attaques, 2, 4, 5. Touche à 3, blesse à 3, moins 1. Touche à 3, il en fait 5. C'est mal parti. Pour les Cruel Boys. 3 blessures. Moins 1, sachant que Manoc a une sauvegarde de 4+, il lui faut des 5. Il lui faut 3 5 pour sauvegarder ses blessures. Il fait un seul 5, il prend 2 blessures. Il prend 4 blessures, sauf qu'il manquait, il n'avait qu'un seul point de vie. Il est donc lui aussi retiré du jeu. C'est la fin de partie, car les Stormcast ont gagné en éradiquant totalement nos Cruel Boys. Félicitations, donc les Éternels prennent le temps de savourer leur victoire. Parce que là, clairement, ils n'ont pas perdu grand chose. Ils ont perdu juste 2 Praetors. Mine de rien, eh bien, je pense que le positionnement de départ n'était pas si mauvais que ça. Bon, les jets des Cruel Boys n'ont pas été forcément très très bons non plus, je l'avoue, mais ceci étant, on a pu voir que en fait, beaucoup de sauvegardes ont été faites pour les Stormcast. Donc, comme d'habitude, là on est sur la fin, par contre, attention, on est sur la fin des parties de test, on est sur la fin des parties, entre guillemets, simples. On va passer bientôt à la prochaine partie sur les batailles un tout petit peu plus compliquées, un tout petit peu plus complètes, parce que là on a vu l'ensemble des règles de base. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir rajouter des éléments plus importants, comme les traits de bataille, comme les aptitudes de commandement, etc., les gestions d'objectifs, les points, enfin voilà. Donc on a vu pour l'instant la base, et maintenant on va passer à la suite dans les prochains numéros, et j'espère que ça vous plaira encore. J'espère que cette partie en tout cas vous aura bien plu. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, en tout cas que vous ne tiendrez pas trop rigueur si c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai raté 2-3 trucs, comme ça j'essaierai de m'en souvenir pour les prochaines fois. Mais à jouer tout seul, les deux côtés, c'est toujours un petit peu compliqué, malgré tout. Je suis très content d'avoir repris ces batailles, même si, voilà, vous voyez que c'est de plus en plus d'ampleur. Mais je suis très content de les avoir reprises parce que, voilà, ça me fait... je suis fier de pouvoir essayer de vous faire plaisir avec tout cela. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, continuer à regarder mes vidéos. Merci encore de votre suivi, de votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Pour tout vous dire, alors bizarrement, je vous en parle là, mais c'est sur Instagram, je crois que j'ai eu un premier message d'une équipe de Canadiens qui fait de la création de figurines et qui m'a proposé de les promouvoir. Voilà, donc écoutez, je suis très content parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que je peux avoir ça. Donc, en l'occurrence, c'est rien, hein, parce qu'au mieux, j'obtiendrai un fichier STL gratuit. Mais peu importe, moi je suis très content. Voilà, c'était pas le but.
mais je suis ravi que ça puisse m'arriver. Et j'espère que grâce à vous, eh bien, on pourra encore développer tout ça et que petit à petit, ben, je sais pas, j'essaierai peut-être ou je pourrais peut-être vous proposer des trucs, des cadeaux, des petits concours pour vous, avec vous et toujours dans la simplicité, dans la bonne humeur et dans la tranquillité comme on fait là aujourd'hui. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Et puis, je vous dis surtout à très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.